Depuis l'Antiquité, les civilisations du monde entier ont exalté la valeur unique du miel. Les Égyptiens le considéraient comme un don des dieux, utilisé non seulement comme édulcorant, mais aussi comme puissant médicament. Les anciens Grecs croyaient que c'était la source de l'immortalité, et les Romains l'utilisaient pour soigner les blessures des soldats. Mais qu'est-ce qui rend le miel si spécial? Pourquoi beaucoup le considèrent-ils simplement comme un glucide comme les autres et donc nuisible? Devons-nous nous inquiéter de sa teneur en fructose? Fait-il grossir? Provoque-t-il des pics glycémiques? Bien que certains végétaliens l'oublient parfois, le miel est un produit animal car il est produit par les abeilles. Désolé, mais pourquoi l'oublions-nous souvent? Le miel est le produit des abeilles et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de l'introduire dans mon régime carnivore où l'on consomme uniquement des produits d'origine animale. Cette nouvelle version perfectionnée de la Carnivore Diet s'appelle Carnival. Et si tu n'en as jamais entendu parler, je te laisse un lien vers une vidéo pour approfondir dans la description. Le miel est principalement composé de sucre naturel, comme le fructose et le glucose, mais il contient aussi de l'eau, des vitamines, des minéraux, des antioxydants et des traces de pollen. Il existe plus de 300 variétés de miel dans le monde, chacune ayant des caractéristiques uniques dérivant des fleurs dont les abeilles récoltent le nectar. Les variétés les plus connues incluent le miel d'acacia, célèbre pour son goût délicat et sa couleur claire, le miel d'eucalyptus, avec son arôme fort et ses propriétés balsamiques, et le miel de manuka, renommé pour ses puissantes propriétés antibactériennes. Tout d'abord, nous devons distinguer entre le miel cru ou brut et le miel pasteurisé. Le miel cru provient directement de la ruche et ne subit aucun traitement thermique, donc, nous le consommons tel qu'il se présente dans la nature. Le miel pasteurisé, généralement simplement appelé miel, a été chauffé et par la chaleur, privé de certaines de ses propriétés uniques, dues justement aux mêmes enzymes que nous voulons tuer par la pasteurisation. Ces enzymes produisent du peroxyde d'hydrogène, une substance aux forts effets antibactériens. Lorsque nous pasteurisons le miel, nous détruisons ces enzymes bénéfiques, réduisant ainsi les capacités antibactériennes du miel. Mais pourquoi, si le miel cru est meilleur, le pasteurisons-nous? L'un des motifs est purement esthétique, car en le chauffant à haute température, le miel reste liquide et homogène plus longtemps sur l'étagère du supermarché. Donc, les gens l'achètent plus volontiers. Au contraire, si le miel n'est pas traité, il finit par se cristalliser, c'est-à-dire se durcir et se séparer, devenant moins appétissant aux yeux du consommateur moyen. Donc, si d'une part la pasteurisation peut donner au miel un aspect beaucoup plus beau et homogène, d'autre part, elle sacrifie beaucoup de ses propriétés bénéfiques. Mais comment savoir si un miel est cru? En général, il suffit de demander à votre apiculteur de confiance. Si vous êtes au supermarché, vous pouvez lire les étiquettes ou vérifier si le miel est cristallisé. Attention cependant, il existe certains miels, comme le miel de sapin ou de châtaignier, qui ne cristallisent pas aussi facilement, donc ils peuvent rester liquides même pendant des années, et il pourrait être difficile de savoir s'il s'agit d'un miel cru ou pasteurisé. Parlons du danger caché des fruits et du miel, de ce que vous devez savoir à ce sujet et de ce que vous pouvez faire pour y remédier. Ces dernières années, le miel a acquis une mauvaise réputation en raison de sa teneur en sucre et en fructose, ainsi que de la popularité des régimes low carb qui considèrent souvent le miel comme un glucide comme les autres, nuisible et responsable de pics d'insuline. Mais est-ce vraiment le cas? Le miel est un glucide, certes, mais sa composition et la façon dont il influence notre corps le distinguent considérablement des autres glucides. Faisons un petit pas en arrière et parlons des glucides. Car parler de miel et parler de céréales n'est pas la même chose. Les glucides se divisent en simples et complexes. Les glucides simples peuvent être des monosaccharides, comme le glucose et le fructose, qui ont une seule molécule de sucre, ou des disaccharides, comme le saccharose, le sucre de table qui est composé de glucose et fructose. Ces sucres ont des chaînes courtes que le corps peut digérer et absorber rapidement, fournissant une énergie immédiate grâce à l'augmentation rapide des niveaux de glucose dans le sang. Les glucides complexes, en revanche, ont des structures moléculaires plus longues et sont constitués de chaînes plus longues de sucre, donc connues sous le nom de polysaccharides. Ceci inclut les amidons que l'on trouve dans des aliments comme le pain,
les pâtes et les pommes de terre, ainsi que les fibres. La première différence entre le miel et l'amidon réside dans leur composition et dans la façon dont ils influencent notre corps. Le miel est composé en grande partie de sucres simples, en particulier de fructose et de glucose, qui, entre autres, ont un indice glycémique plus bas que l'amidon, raison pour laquelle il est également utilisé dans les régimes pour les diabétiques. L'indice glycémique mesure à quelle vitesse un glucide augmente les niveaux de glucose dans le sang. Le miel a un indice glycémique plus bas que l'amidon car il contient du fructose, qui est absorbé plus lentement par le corps. Je vais bientôt vous parler de la façon dont le fructose est métabolisé. L'amidon, en revanche, est un glucide complexe qui se décompose en glucose pur, lequel a un indice glycémique plus élevé qui stimule une plus grande production d'insuline. Récemment, je lis et j'entends beaucoup parler de l'indice glycémique et de l'importance de consommer des aliments riches en fibres ou différents du miel, qui contient beaucoup de sucre simple pour éviter d'augmenter trop rapidement la glycémie dans le sang. À ce sujet, j'ai une réflexion personnelle. D'abord, la glycémie n'est pas égale à l'insuline. Nous mesurons souvent la glycémie et l'évaluons également, par exemple, avec un dispositif de surveillance continue. La glycémie mesure donc la quantité de sucre présent dans mon sang à un moment donné, mais pas combien d'insuline est produite par mon pancréas en réponse à ces sucres. Donc, cela nous fait déjà comprendre comment mesurer la glycémie est un paramètre indicatif mais pas précis pour évaluer ma sensibilité à l'insuline. Lorsque je mange une bonne dose de miel, d'un seul coup, seul, je peux avoir un pic glycémique élevé qui redescend très rapidement. Ce que nous remarquerons, c'est une petite courbe, très haute. La zone sous la courbe nous indique le temps pendant lequel le sucre est resté dans le sang et nous donne donc aussi un indice de notre sensibilité à l'insuline. Mais comme dit précédemment, ce n'est pas un paramètre précis pour mesurer mes niveaux d'insuline, car il mesure les niveaux de glucose dans le sang. Si je mange un repas riche en fibres et que je mets une cuillère de miel seulement à la fin, la zone sous notre courbe sera plus large et plus longue, ce qui signifie que ces sucres resteront dans notre circulation sanguine plus longtemps. Mais attendez un instant, si ceux-ci sont restés plus longtemps dans la circulation sanguine, cela signifie-t-il que l'insuline sera également restée plus longtemps en circulation? Non, et donc j'aurai eu beaucoup plus de temps pour assimiler tous les nutriments de ce repas. Alors, à ce stade, ne serait-il pas mieux un pic bref qui dure moins longtemps? C'était la mise à jour que je voulais faire avec vous. En revenant à la question des glucides, au-delà de l'indice glycémique, dans les légumineuses, les pâtes et les pommes de terre, nous rencontrons aussi certains antinutriments qui chélatent l'absorption des nutriments et ralentissent le métabolisme. Les antinutriments comme les phytates et les tannins peuvent se lier aux minéraux et réduire leur biodisponibilité, rendant plus difficile pour le corps d'absorber des nutriments essentiels comme le fer, le zinc et le calcium. Les fibres, bien qu'elles soient des polysaccharides, ne sont pas digérées par notre organisme et ralentissent également l'absorption des nutriments. À propos des fibres, celles-ci peuvent être solubles et insolubles. Tandis que les fibres insolubles ne se dissolvent pas dans l'eau et passent presque directement dans le tractus gastro-intestinal, les fibres solubles se dissolvent dans l'eau en créant une substance gélatineuse qui n'est pas digérée dans la première partie du tractus digestif, mais dans la seconde où se trouvent nos bactéries qui commencent à les métaboliser et créent des déchets appelés endotoxines. Les endotoxines stimulent la création de sérotonine au niveau intestinal, du cerveau et du foie. Lorsque vous mangez des fibres solubles, non seulement cela augmente les déchets des bactéries et donc crée une inflammation, mais cela active également le système immunitaire et augmente la sérotonine. Mais le système immunitaire s'active aussi parce que lorsque ces bactéries augmentent, le cortisol augmentera également. Le cortisol est notre hormone du stress et des niveaux constamment élevés peuvent déclencher des mécanismes consécutifs comme la dépression. La sérotonine est en effet un neurotransmetteur régulateur de l'humeur. Les endotoxines, connues sous le nom de lipopolysaccharides, sont présentes dans la membrane externe des bactéries gram-négatives et se libèrent à leur mort. La fibre soluble donc ne contient pas d'endotoxines en soi, mais elle est impliquée dans leur production par la fermentation par les microbiotes intestinaux. Si la barrière intestinale est endommagée, les endotoxines peuvent passer dans le sang, provoquant une inflammation et d'autres effets négatifs sur la santé. Ceci est évident dans des conditions comme le SIBO, où les bactéries prolifèrent anormalement dans l'intestin grêle.
2 études récentes ont montré que le miel possède des propriétés prébiotiques qui favorisent la croissance de bactéries bénéfiques dans notre intestin. Cet article en particulier publié dans Nutrient a montré que le miel peut promouvoir la croissance de bifidobactéries et de lactobacilles, des bactéries bénéfiques qui aident à maintenir l'équilibre du microbiome intestinal et à prévenir la prolifération excessive de bactéries pathogènes. De plus, le miel contient des composés antioxydants et anti-inflammatoires qui peuvent aider à réparer la barrière intestinale et à réduire l'inflammation associée à la dysbiose. Cette étude a montré que les souris qui prennent un antibiotique avec un régime riche en sucre ramènent les niveaux d'endotoxines dans le sang à la normale. S'il y avait seulement un moyen de manger le sucre et l'antibiotique dans le même aliment, mais attends, bien sûr qu'il y en a un. C'est le miel. Et les études montrent en effet que les souris nourries avec du miel améliorent effectivement leur microbiote intestinal. Le miel contient également des chaînes de glucides courts qui peuvent agir comme des probiotiques. Donc oui, si tu donnes un biscuit à une souris, tu détruiras son intestin, mais si tu donnes du miel cru à une souris, l'intestin est protégé et même amélioré. Une autre étude publiée dans Frontiers of Microbiology a souligné que le miel peut réduire la perméabilité intestinale, souvent associée à une condition connue sous le nom de leaky gut ou intestin perméable. En réduisant la perméabilité intestinale, le miel peut aider à prévenir le passage des endotoxines dans la circulation sanguine, évitant ainsi le risque d'inflammation systémique. À propos de l'inflammation, un aspect crucial est la glucuronidation, un processus fondamental pour la détoxification de notre corps. La glucuronidation est un processus par lequel le foie rend soluble dans l'eau de nombreuses substances toxiques, permettant leur élimination par l'urine. Ce processus est crucial pour neutraliser et éliminer diverses toxines, y compris les PUFA. Les PUFA sont des acides gras polyinsaturés que nous avons accumulés au fil des ans dans notre tissu adipeux, souvent sans le savoir, pensant peut-être mangés de manière saine et légère. Cependant, en l'absence de suffisamment de glucides dans l'alimentation, le corps commence à utiliser les graisses comme source d'énergie et peut également oxyder ces PUFA, qui reviendraient alors dans la circulation sanguine, causant des pathologies et des malaises potentiels. Le processus de glucuronidation nécessite de l'acide glucuronique, qui dérive du glucose. Sans un apport suffisant de glucose, le foie ne peut pas produire assez d'acide glucuronique pour faciliter ce processus de détoxification. Le miel, grâce à sa teneur en glucose, fournit le substrat nécessaire à la production d'acide glucuronique, permettant au foie d'exécuter efficacement la glucuronidation. Intégrer le miel dans le régime carnivore, donc en quelques mots suivre ma viande, peut être fondamental lors de la phase de transition, mais aussi comme régime permanent. Ceci parce que le miel non seulement fournit de l'énergie, mais est également utile dans le processus de détoxification de notre corps, surtout après des années d'alimentation incorrecte, peut-être même riche en acides gras polyinsaturés qui, grâce à la glucuronidation, peuvent être facilement expulsés, évitant de les oxyder à des fins énergétiques. Je ne suis pas très d'accord avec tous ceux qui exaltent le miel en disant que le sucre blanc est du poison alors que le miel est naturel, qu'il contient des enzymes, des minéraux. Mais les gars, le miel est une forme différente de sucre et en tant que tel doit être considéré et utilisé avec la même modération que toutes les autres sources de sucre dans le régime. Pourquoi le miel est-il si diabolisé? De nombreuses études sur les souris ont montré qu'une consommation élevée de sucre peut entraîner des problèmes de santé tels que l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Cette étude publiée dans The Journal of Nutrition a montré que les souris nourries avec un régime riche en fructose développent rapidement de l'obésité et une résistance à l'insuline. Les souris ont été soumises à une expérience de préférence avec 2 bouteilles, dont l'une contenait de l'eau sucrée. Le fructose était dissous dans l'eau à une concentration de 833 millimoles. En convertissant cette quantité en grammes, nous aurions environ 150,04 grammes de fructose par litre. Considérez que les souris adultes pèsent environ 30 grammes et boivent en moyenne 50 millil d'eau par jour. Donc, dans ce cas, elles recevraient la solution avec 0,75 grammes de fructose. Si nous rapportons ces quantités à un homme adulte d'environ 70 kg, cela correspondrait à 1750 grammes de fructose isolée par jour, un chiffre absolument exagéré. De plus, dans l'étude, les souris ne consomment pas de fruits ou de miel dans lesquels, en plus du fruit, il y a du glucose, des vitamines et des minéraux. Dans notre vie quotidienne, nous ne consommons jamais le fructose seul, mais toujours dans des aliments complets, à moins que nous ne nous gorgions de boissons ou de biscuits.
de collations riches en protéines du supermarché, où le fructose est utilisé seul comme édulcorant, une étude très intéressante a examiné les effets de la consommation quotidienne de boissons gazeuses sucrées par rapport au lait. On a demandé aux participants de boire 1 litre par jour de l'une des deux boissons. À la fin de l'étude, les résultats ont montré que ceux qui buvaient des boissons sucrées avaient accumulé significativement plus de graisse viscérale que ceux qui buvaient du lait. Entre parenthèses, vous comprenez aussi que le lait est bon, et si vous n'êtes pas convaincu, regardez cette vidéo. Mais pourquoi le fructose contenu dans les boissons industrielles est-il si nocif? Lorsque nous consommons du fructose isolé, comme celui présent dans les boissons industrielles, ou pire encore, le sirop à haute teneur en fructose, notre corps le métabolise différemment par rapport au sucre naturel. En mangeant du miel, nous n'ingérons pas seulement du fructose seul, mais aussi du glucose, du fructose, des vitamines et des enzymes. Maintenant, le fructose introduit dans ce contexte est absorbé par l'intestin grêle et transporté au foie, où il est métabolisé de différentes manières. Une partie est convertie en glucose, utilisée immédiatement pour produire de l'énergie. Une autre est stockée sous forme de glycogène, qui peut être conservé dans le foie jusqu'à 100 grammes ou dans les muscles. Donc, plus nous avons de muscles, plus nous aurons besoin de glycogène à utiliser et à stocker. Le foie peut également oxyder le fructose pour produire l'énergie essentielle à ses fonctions de détoxification. Ce n'est que lorsque de grandes quantités de fructose sont consommées, surtout si elles sont isolées, que le foie peut le convertir en triglycérides, une forme de graisse, ou entraîner la production d'acide urique. Cependant, le transformer en triglycérides n'est pas la voie préférentielle. C'est une option métabolique marginale, activée principalement lorsque les autres voies ne peuvent pas être utilisées. Des études ont montré que même avec des doses élevées, la production de triglycérides est minimale. Par exemple, dans une étude, des doses de 30 et 60 grammes de fructose n'ont pas significativement augmenté la production de triglycérides. Environ 55-60% du fructose a été utilisé comme énergie, montrant que le corps peut bien gérer même de grandes quantités de fructose sans le convertir en graisse. Dans une autre étude, les participants ont doublé leur consommation de glucides et de graisse pendant 5 jours. Néanmoins, la production de graisse à partir du fructose dans le foie n'a été que de 5 grammes par jour, une quantité insignifiante par rapport à la consommation totale de graisse. Cela démontre que le corps humain est très efficace pour gérer le fructose lorsqu'il n'est pas isolé et que les craintes qu'il cause un foie gras sont souvent exagérées et non étayées par des études sur des personnes en bonne santé. Il est important de souligner que la recherche scientifique se concentre toujours sur le fructose isolé et jamais sur le fructose intégré dans l'aliment complet. En effet, il n'existe pas d'études démontrant les mêmes effets négatifs du fructose lorsqu'il est intégré dans un aliment complet comme les fruits ou mieux encore avec le miel. Le miel, en effet, n'est jamais seul. À l'intérieur, nous trouvons du fructose, du glucose, des vitamines, des minéraux, des antioxydants qui atténuent également les effets même du fructose. D'accord, tout est beau, mais combien de fructose pouvons-nous consommer dans un repas? Selon cette étude, un seuil de fructose a été identifié qui ne devrait pas être dépassé dans un seul repas. Fructose isolé, pas de miel. Cette quantité est de 1 gramme par kilo de poids. Sur cette base, je ne devrais pas dépasser une quantité d'environ 120 grammes de miel toutes les 3 heures, en considérant que dans le miel, je trouve à la fois une partie de fructose et une partie de glucose, pas de fructose isolé. Avez-vous déjà essayé de manger 120 grammes de miel tout d'un coup? Je vous mets au défi de le faire. Dans cette étude, les souris ont été divisées en différents groupes. Un groupe n'a pas consommé de sucre, un autre a suivi un régime avec 8% de saccharose, un groupe a consommé 8% de sucre mixte comme ceux présents dans le miel et un groupe a suivi un régime avec 10% de miel. Les rats alimentés avec du miel ont montré une augmentation de poids significativement inférieure par rapport à ceux alimentés avec du saccharose ou des sucres mixtes, malgré une consommation alimentaire similaire. L'augmentation de poids chez les rats alimentés avec du miel était comparable à celle des rats ayant un régime sans sucre, même si la consommation alimentaire était significativement plus élevée chez les rats ayant mangé du miel. Et si je te disais qu'un régime avec des quantités modérées de fructose naturelle, comme celui contenu dans le miel, peut t'aider à perdre du poids?
Cette étude a impliqué 131 patients qui ont été assignés au hasard à suivre 2 régimes hypocaloriques pendant 6 semaines, un régime pauvre en fructose et un régime avec un contenu modéré de fructose naturelle, provenant des fruits. Les résultats ont montré que les 2 régimes ont entraîné une perte de poids significative par rapport au point de départ. Mais le régime avec un fructose naturel modéré a produit une plus grande perte de poids par rapport au régime pauvre en fructose. De plus, les 2 régimes ont amélioré divers paramètres liés au syndrome métabolique, tels que la pression artérielle, le profil lipidique, la glycémie, la résistance à l'insuline, l'acide urique. L'article suggère que réduire l'énergie et l'apport de fructose isolé peut être important pour diminuer la fréquence de l'obésité et du diabète, et qu'un régime modéré en fructose naturelle peut être plus efficace pour la perte de poids par rapport à un régime pauvre en fructose naturelle. Pourquoi cela? Parce que nous augmentons notre ratio métabolique. Au cours des derniers mois, j'ai introduit le miel dans mon régime carnivore, et c'est pourquoi je l'ai appelé Carnival. Et j'ai commencé à traiter cet aliment comme un complément, utile surtout pour accélérer mon métabolisme. Le fructose dans le miel augmente le métabolisme par différents mécanismes. Tout d'abord, le fructose augmente le taux métabolique en augmentant la production de dioxyde de carbone et en améliorant la capacité des cellules à brûler le glucose. Ce processus de stimulation métabolique aide à la conversion efficace des glucides en énergie. De plus, le fructose agit comme un catalyseur qui augmente l'activité cellulaire en aidant à brûler le glucose, quelle que soit sa source, qu'il s'agisse de saccharose ou d'amidon. Cela contribue à maintenir un ratio métabolique élevé. Contrairement au glucose, le fructose ne stimule pas fortement la sécrétion d'insuline. Au contraire, il inhibe légèrement la libération d'insuline, prévenant le stockage du sucre sous forme de graisse et maintenant un ratio métabolique plus élevé. De plus, le fructose active mieux que le glucose plusieurs composants du système thyroïdien, essentiels pour maintenir la fonction optimale de votre thyroïde. La thyroïde joue un rôle crucial dans la régulation du métabolisme et son meilleur fonctionnement entraîne une augmentation du ratio métabolique. Le fructose augmente également la température corporelle et une température corporelle plus élevée est associée à une consommation d'énergie accrue. De plus, la conversion entre fructose et glucose utilise des phosphates et cela contribue à maintenir l'équilibre entre calcium et phosphore au niveau cellulaire, ce qui est fondamental pour obtenir une production d'énergie efficace, mais aussi pour le bon fonctionnement de la thyroïde et des parathyroïdes. Un équilibre adéquat de calcium et de phosphore, en effet, aide à réguler les niveaux de l'hormone parathyroïdienne, PTH, soutient la santé des os et prévient la calcification des tissus mous, réduisant ainsi le risque de maladies inflammatoires et dégénératives. Nous allons maintenant voir les abeilles, et elles sont à l'intérieur, voyez? Les abeilles sont là, et elles sont en train de sécher le miel, et il est operculé, voyez? Elles l'ont complètement bouché, avec un bouchon de cire. Quand le miel est ainsi, cela signifie qu'il est sec au bon point. Pourquoi? Parce que le nectar a une humidité de 45%. Donc les abeilles récoltent le nectar, le transforment en miel et le sèchent. Le miel brut offre une composition naturelle et bénéfique avec des propriétés antibactériennes et antioxydantes qui peuvent effectivement améliorer notre santé. Ainsi, tandis que le fructose isolé peut contribuer de manière significative à l'accumulation de graisse viscérale et à des problèmes métaboliques, le miel cru consommé dans le cadre d'un régime carnivore non seulement évite ces problèmes, mais offre également des avantages supplémentaires. Une autre chose importante à considérer sur le fructose en général est qu'il est métabolisé presque exclusivement par le foie. Un des métabolites exclusifs du fructose agit comme activateur de la dégradation du glucose. Cela signifie que si vous mangez la combinaison des deux, vous brûlerez de l'énergie beaucoup plus rapidement. Dans une autre étude, ils ont randomisé les personnes à consommer du miel ou du sucre de table, trouvant des effets complètement différents. Ceux qui consommaient du miel mangeaient significativement moins de nourriture totale et de sucre et n'avaient pas l'augmentation des triglycérides que le groupe du sucre a expérimenté. Cette sensation vorace de « j'en ai besoin » que l'on ressent après avoir mangé du sucre est probablement moindre si vous le remplacez simplement par du miel cru. À mon avis, nous ne pouvons pas affirmer que le miel est identique au sucre de table.
Le sucre de table est une source d'énergie vide. Il ne fournit aucun nutriment. En revanche, le miel fournit des nutriments avec cette énergie. Les Hadza de Tanzanie sont une tribu de chasseurs-cueilleurs qui a été largement étudiée principalement pour sa santé intestinale. Les membres de la tribu ont un ensemble incroyablement diversifié d'organismes et sont considérés comme la norme d'or pour un microbiome sain. Curieusement, si vous leur demandez, leur nourriture préférée est le miel. Après avoir mangé, le pH de la bouche devient acide, exposant l'émail à l'érosion et à la carie. Protégez vos dents avec Cariex. Nous savons déjà que le sucre de table peut entraîner des déséquilibres bactériens dans notre intestin, mais est-ce vrai aussi dans la bouche? La consommation de miel cru peut apporter un microbiome oral plus sain et une meilleure santé dentaire en général. Une étude a révélé qu'en ce qui concerne, par rapport aux antibiotiques sur ordonnance, le miel cru était plus efficace pour inhiber la croissance de toutes les bactéries pathogènes orales étudiées. La carie dentaire peut commencer si la bouche devient trop acide et cela est souvent dû à la consommation d'alcool, de café et de sucre raffiné. Cependant, le miel cru entraîne un équilibre du pH et des améliorations significatives des scores cliniques de plaque et de gingivite. Sais-tu pourquoi on l'appelle lune de miel? Il existe plusieurs légendes et traditions à ce sujet, toutes liées à l'utilisation du miel. Une de ces traditions de l'ancienne Babylone raconte qu'aux mariés, juste après le mariage, on offrait une boisson à base de miel en quantité suffisante pour le soutenir pendant un mois entier, d'où le terme lune, et c'est pourquoi le mois suivant, le mariage était appelé mois de miel. Cette période de consommation d'hydromel, c'est le nom de la boisson, était considérée comme propice pour augmenter la fertilité et assurer un mariage heureux. Des études scientifiques récentes soutiennent cette ancienne croyance, indiquant que le miel peut effectivement améliorer la fertilité, tant masculine que féminine. Une revue publiée dans le Journal of Clinical and Diagnostic Research a démontré que le miel est riche en antioxydants, vitamines et minéraux qui peuvent améliorer significativement la qualité du sperme chez les hommes, augmentant le nombre de spermatozoïdes. La motilité et la morphologie des spermatozoïdes. De plus, le miel a des effets bénéfiques sur le système reproducteur féminin, favorisant un environnement utérin sain grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Ces composés aident à réduire le stress oxydatif et l'inflammation, qui sont des facteurs clés pour une bonne santé reproductive. En particulier, le miel contient des flavonoïdes et de l'acide ascorbique qui protègent les cellules germinales des dommages oxydatifs. En somme, l'ancienne tradition de la lune de miel n'était pas seulement romantique, mais aussi scientifiquement fondée. Nos ancêtres en savaient long. En conclusion, oui, nous pouvons vivre sans glucides, mais à mon avis, l'introduction du miel est vraiment quelque chose qui peut faire la différence entre vivre et survivre, c'est-à-dire vivre au maximum de notre énergie, de nos capacités. Pour moi, le miel est comme un allié pour ma fertilité, pour mes activités sportives, pour le soutien de mes fonctions thyroïdiennes. Et vous, avez-vous déjà essayé d'introduire le miel dans votre alimentation? Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une journée incroyable.